En l'an 1842, dans le comté de Hanover, en Virginie, la vie était rythmée par le cycle infini du tabac. Les vastes plantations étendaient à perte de vue, des champs verts et luxuriants entretenus par le labeur incessant des esclaves, sous un soleil écrasant. La société des propriétaires terriens était un monde rigide, gouverné par des codes d'honneur stricts pour les hommes, et des exigences de beauté et de soumission pour les femmes. La valeur d'une famille se mesurait à la pureté de sa lignée et à la richesse de ses terres. Au cœur de ce système impitoyable se tenait Silas Vance, un baron du tabac, dont le nom était à la fois craint et respecté. Était un homme froid, calculateur, dont l'ambition n'avait d'égal que son mépris pour toute forme de faiblesse. Pour lui, sa plantation était pas un foyer, mais un empire, et sa famille, y compris sa propre fille, était qu'un instrument destiné à consolider son statut et à étendre son influence. Son obsession pour l'apparence et la réputation était absolue, et il ne tolérait aucune imperfection dans le tableau parfait qu'il voulait présenter au monde. Silas Vance avait une fille unique, Eliza, âgée de 19 ans. Intelligente et dotée d'un cœur généreux, elle possédait une qualité que son père considérait comme le pire des défauts. Elle ne correspondait pas au canon de beauté de l'époque. Ses formes généreuses, loin de la silhouette fine et délicate prisée par l'aristocratie, faisaient d'elle une source de honte constante pour Silas. Il la voyait non comme son enfant, mais comme un bien défectueux, un obstacle à ses ambitions. Il avait passé des mois à orchestrer ce qu'il considérait comme le coup de maître de sa carrière sociale. Un mariage arrangé entre Eliza et l'héritier d'une des familles les plus puissantes de Virginie. L'union devait sceller une alliance stratégique et laver l'affront que représentait, à ses yeux, l'apparence de sa fille. Mais le plan tourna au désastre. Après une seule rencontre, le prétendant, influencé par les murmures et les regards moqueurs de la société, retira son offre avec un dédain à peine voilé, humiliant publiquement Silas Vance devant ses pairs. Le retour à la plantation Vance fut empreint d'un silence plus lourd que n'importe quel cri. Silas ne prononça pas un mot durant le trajet, mais sa fureur était palpable, une énergie froide et menaçante qui emplissait le carrosse. Une fois dans son bureau, il convoqua Eliza. Il ne la frappa pas, ne haussa pas la voix. Sa cruauté était bien plus psychologique et dévastatrice. D'un ton glacial et détaché, il lui expliqua en détail comment elle venait de ruiner des années d'efforts, comment son existence même était une tache sur l'honneur de la famille Vance. Il la décrivit comme un fardeau irrécupérable, une marchandise invendable, qui venait de lui coûter une fortune et son prestige. Il déclara qu'elle était plus sa fille, mais une erreur qu'il se devait de corriger. Ce soir-là, en la regardant dans les yeux, Silas Vance ne vit pas son enfant, mais un problème dont il fallait se débarrasser. Et il avait déjà commencé à imaginer une solution définitive, une solution qui la ferait disparaître pour toujours, sans laisser de traces. L'histoire de la famille Vance venait de prendre un tournant tragique, et le destin d'Eliza était désormais suspendu à un fil. Si vous voulez savoir comment une jeune femme rejetée peut trouver la force de se relever, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo, et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'attitude de Silas. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits poignants. Cette nuit-là, Eliza resta prostrée dans sa chambre, les paroles de son père résonnant dans sa tête comme un verdict sans appel. Chaque mot avait été une lame, découpant ce qui lui restait d'estime de soi. Elle se regarda dans le miroir, mais ne vit que le reflet de échec que son père lui avait décrit, une marchandise défectueuse, un fardeau indigne du nom de Vance. La honte et le désespoir l'envahirent, la laissant vide et sans défense. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Silas Vance éprouvait aucun remords. Assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, il contemplait les flammes dans la cheminée avec une froide détermination. Pour lui, la décision était prise. Sa fille était une erreur de calcul, une tache sur sa réputation, et il était temps de l'effacer. Il ne pensait pas en père, mais en homme d'affaires liquidant un mauvais investissement. La solution qu'il avait imaginée était radicale, définitive, et ne laissait aucune place à elle, émotion ou à la pitié. Silas sonna une petite cloche de cuivre, et quelques instants plus tard, un homme entra silencieusement dans la pièce. Silas sans plus était Samuel, un esclave d'une trentaine d'années, dont le regard calme et intelligent démentait sa condition. Silas le considérait avec mépris, comme tous ceux qu'il jugeait inférieurs, mais il reconnaissait en lui un meneur, un homme qui avait de l'influence sur un petit groupe de 5 esclaves travaillant dans les champs les plus reculés. Ces hommes étaient des parias parmi les autres, maintenus à l'écart, ce qui, aux yeux de Silas, en faisait les instruments parfaits pour une tâche secrète et sordide. Il fixa Samuel son visage impassible.
il n'allait pas tourner autour du pot. Il avait besoin d'hommes discrets, capables d'exécuter un ordre sans poser de questions et sans laisser de traces. Il expliqua brièvement qu'une tâche de la plus haute importance devait être accomplie cette nuit même, une tâche qui exigerait une loyauté absolue et un silence éternel. Le maître de la plantation se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Samuel, comme pour signifier que la conversation était impersonnelle, un simple ordre de travail. D'une voix dénuée de toute inflexion, il prononça la sentence. Il ordonna à Samuel de prendre ses 4 compagnons, d'aller chercher Elisa dans sa chambre et de l'emmener au plus profond des marais de la rivière Chickahominy. Là-bas, dans les ténèbres et la boue, il devait s'assurer qu'elle disparaisse pour toujours. Il ne laissa aucune place à l'interprétation. Il ne voulait ni témoin, ni corps, ni rumeur. Il voulait qu'elle soit effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Pour Silas, était une simple question de logistique, la suppression d'un problème. Il était convaincu que ces hommes, qu'il considérait à peine comme des êtres humains, obéiraient sans hésiter, trop effrayés ou trop bruts, pour comprendre la monstruosité de l'acte qu'il leur demandait de commettre. Cette histoire vous révolte ? Dites-nous ce que vous feriez à la place de Samuel, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Samuel ne laissa transparaître aucune émotion, il baissa simplement la tête, et quitta le bureau, le poids de l'ordre monstrueux pesant sur ses épaules. Il alla retrouver ses 4 compagnons dans leur cabane isolée, à Hill, écart des autres quartiers d'esclaves. Il y avait Jacob, un géant silencieux. Thomas, dont les yeux vifs ne manquaient rien. Aaron, le plus jeune. Et enfin, Isaac, l'aîné du groupe. Ils formaient une fraternité soudée par les épreuves, une famille choisie dans un monde qui leur avait tout pris. Quand Samuel leur répéta les mots de Silas Vance, un silence de mort s'installa. Ils se regardèrent, et dans leurs yeux il n'y avait pas seulement la peur de leur maître, mais aussi une profonde indignation. Ils connaissaient Elisa. Ils la voyaient parfois se promener seule, le regard triste. Et contrairement à son père, elle leur avait toujours montré une forme de gentillesse discrète, un simple signe de tête, un bonjour. Ils ne voyaient pas en elle la fille de leur oppresseur, mais une autre prisonnière de cette plantation maudite. Guidés par Samuel, les 5 hommes se dirigèrent vers la grande maison, leurs pas étouffés par la nuit humide de Virginie. Ils montèrent l'escalier de service et arrivèrent devant la porte de la chambre d'Elisa. Quand ils entrèrent, ils la trouvèrent assise sur son lit, le regard vide, résignée à son sort. Elle ne cria pas, ne se débattit pas. La cruauté de son père l'avait anéantie, la laissant sans volonté de vivre. Elle crut qu'il venait la punir davantage, peut-être l'emmener au cachot. Elle se laissa faire, docile et silencieuse, une ombre suivant d'autres ombres dans l'obscurité. Alors qu'il la conduisait à travers les champs de tabac endormis en direction des marais sinistres, une question terrible flottait dans l'air. Ces hommes, eux-mêmes victimes d'un système brutal, allaient-ils devenir les bourreaux d'une innocente, pour obéir à un maître qu'ils haïssaient? L'avenir d'Elisa ne dépendait plus de son père, mais de l'humanité de ceux que son père ne considérait même pas comme des hommes. En atteignant les confins de la plantation, là où la terre ferme cédait la place au marécage fétide de la Chickahominy, les 5 hommes s'arrêtèrent. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la vase et du bourdonnement incessant des insectes. La lune, à moitié voilée par les nuages, jetait une lumière blafarde sur les eaux stagnantes et les cyprès tordus qui s'y élevaient comme des squelettes hors de la boue. Elisa, le corps tremblant de froid et de peur, ne luttait toujours pas. Elle avait accepté son destin. Dans son esprit, la sentence de son père N était qu'une confirmation de sa propre inutilité. Elle ferma les yeux, attendant le geste qui mettrait fin à son existence misérable. Le silence qui s'installa fut plus terrifiant que n'importe quelle menace. Un vide angoissant, où chaque seconde semblait durer une éternité. Les hommes se regardèrent, le visage grave. L'ordre de leur maître résonnait dans leurs esprits, mais face à cette jeune femme brisée et résignée, ils voyaient le reflet de leur propre impuissance, de leur propre souffrance. Ce fut Samuel qui rompit le silence. Il s'approcha lentement d'Elisa, qui tressaillit à son contact. Mais au lieu de la brutalité attendue, il posa doucement une main sur son épaule. D'une voix basse et ferme, il lui dit qu'il n'allait pas lui faire de mal. La confusion se peignit sur le visage d'Elisa, ses yeux s'ouvrant en grand pour la première fois depuis des heures. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ces hommes, esclaves de son père, désobéiraient-ils à un ordre qui pouvait leur coûter la vie? Samuel expliqua rapidement, sans détour. Ils ne seraient pas les instruments du meurtre d'un homme sans cœur. Ils voyaient en elle, non pas la fille de leur oppresseur, mais une autre victime du même tyran.
Ce soir-là, dans l'obscurité du marais, un pacte tacite fut scellé. Un pacte né non pas de la pitié, mais d'un profond sentiment de justice et d'humanité partagée. Ils allaient la sauver, mais pour cela, Elisa Vance devait mourir aux yeux du monde. L'idée vint de Thomas, l'observateur silencieux du groupe. Il connaissait les dangers du marais mieux que quiconque. Il indiqua une zone particulièrement perfide, où le sol meuble se transformait en sable mouvant après les pluies. C'est là qu'ils allaient mettre en scène la tragédie. Avec précaution, Jacob, le géant, déchira un morceau du châle d'Elisa. Il l'accrocha à une branche basse, surplombant la zone dangereuse, comme si elle s'y était prise en tombant. Puis, ils laissèrent quelques empreintes de pas confuses au bord de l'eau, des traces qui suggéraient une lutte ou une chute accidentelle dans l'obscurité. Le plan était simple, mais terriblement risqué. Si Silas Vance avait le moindre doute, leur sort serait scellé. Ils travaillèrent vite, en silence, chaque homme connaissant son rôle. Ils ne créaient pas seulement une illusion pour leur maître, ils effaçaient une vie pour en permettre une autre, espérant que cette mise en scène macabre serait suffisante pour convaincre un homme qui voulait de toute façon croire à la disparition de sa fille. La fausse mort étant orchestrée, le véritable défi commençait, cacher Elisa. Samuel la guida à travers des sentiers que seuls lui et ses compagnons connaissaient, s'enfonçant encore plus loin dans les bois qui bordaient la plantation. Ils arrivèrent enfin devant une petite cabane délabrée, presque invisible sous un amas de végétation. Était un ancien poste de chasse, abandonné depuis des années et oublié de tous. À l'intérieur, l'endroit était rudimentaire, à peine plus qu'un abri contre les éléments, avec un simple bas-flanc pour dormir et un foyer en pierre. Ce serait sa nouvelle maison, sa prison et son sanctuaire. Elisa entra, submergée par un mélange de soulagement et de terreur. Elle était vivante, mais elle n'existait plus. Elle était désormais une fugitive sur les terres de son propre père, entièrement dépendante de la bonté et du courage de 5 hommes qui risquaient tout pour elle. Le sentiment d'impuissance était total, la croyant piégée sans aucune issue possible. Les premiers jours furent un calvaire. Elisa était en état de choc, prostrée dans un coin de la cabane, revivant sans cesse la cruauté de son père et l'horreur de sa quasi-exécution. Elle ne parlait presque pas, mangeant à peine le peu de nourriture que les hommes lui apportaient en secret chaque nuit. Samuel comprit qu'il ne suffisait pas de la cacher, il fallait la reconstruire de l'intérieur. Un soir, il s'assit avec elle et lui parla sans détour. Il lui expliqua que sa survie dépendait de sa force. Son père l'avait jugée faible et inutile, et elle avait fini par le croire. Il était temps de lui prouver le contraire. À partir de ce jour, ils allaient la soumettre à une discipline de fer. Son corps, qu'elle avait appris à haïr, allait devenir son arme. Son esprit, brisé par le chagrin, allait devenir sa forteresse. Ce haine n'était pas une offre, mais une nécessité. Pour survivre, elle devait accepter ce châtiment transformateur, cette épreuve qui la ferait renaître de ses cendres. Le programme commença, implacable et exténuant. Chaque matin avant l'aube, Jacob venait la chercher pour une série d'exercices physiques brutaux. Courir jusqu'à épuisement, soulever des charges lourdes, renforcer chaque muscle de son corps. La douleur était constante, mais elle ne se plaignit jamais. Thomas lui apprit l'art de l'observation, à lire les traces dans la forêt, à se déplacer sans faire de bruit, à comprendre les rythmes de la nature pour ne faire qu'un avec elle. Isaac, l'aîné, partageait avec elle sa sagesse, lui enseignant la patience, la stratégie et le contrôle de ses émotions. Le régime alimentaire était strict, composé de ce qu'il pouvait chasser ou cueillir sans attirer l'attention. Les formes généreuses qui avaient causé sa perte commencèrent à fondre, remplacées par une silhouette fine et puissante. Mais la transformation la plus profonde se produisait à l'intérieur. Chaque muscle endolori, chaque goutte de sueur, chaque moment de désespoir surmonté, forgeait en elle une volonté d'acier. Au fil des mois, la jeune femme effacée et timorée laissa place à une nouvelle personne. Le reflet qu'elle voyait dans l'eau d'un ruisseau était plus celui de échec que son père avait condamné. Était le visage d'une survivante, marquée par épreuve, mais dont les yeux brillaient d'une lueur nouvelle et dangereuse. La gratitude qu'elle éprouvait pour ses sauveurs était immense, un lien indéfectible qui la liait à eux pour toujours. Mais cette gratitude se mêlait désormais à un autre sentiment, une émotion froide et patiente, qui grandissait en elle jour après jour, le désir de vengeance. Ce était plus une simple envie de faire souffrir son père. Était devenu un objectif stratégique, une dette à régler. Elle ne voulait pas seulement qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait, mais aussi pour ce qu'il avait fait subir à Samuel et à ses frères. Elisa Vance était peut-être morte dans les marais, mais une autre femme, plus forte et plus déterminée, était en train de naître dans le secret des bois. Si le courage de ces hommes et la transformation d'Elisa vous inspirent, montrez votre soutien en aimant cette vidéo.
Pensez-vous que sa vengeance sera à la hauteur de la trahison de son père? Dites-le nous dans les commentaires. Les mois qui suivirent furent une lente et silencieuse reconstruction. La cabane, autrefois une prison de fortune, devint un monastère de discipline et de transformation. Chaque jour, Elisa suivait le rythme immuable que ses sauveurs avaient établi pour elle. La douleur physique de l'entraînement de Jacob était devenue une compagne familière. Une brûlure qui lui rappelait qu'elle était vivante et qu'elle se battait. Elle apprenait à lire la forêt comme un livre ouvert, reconnaissant les plantes comestibles, les traces d'animaux, et les chemins secrets que seul un fugitif pouvait connaître. Le souvenir de la jeune fille brisée et passive s'estompait peu à peu, remplacé par la réalité d'une femme qui apprenait à survivre par ses propres moyens, dans un monde qui l'avait condamnée. Son corps, autrefois source de honte, devenait un instrument de force et d'endurance, et son esprit, autrefois tourmenté par le doute, commençait à s'aiguiser, se préparant à une guerre qu'elle n'avait pas encore déclarée, mais qu'elle sentait inévitable. L'alliance entre Elisa et les 5 hommes se renforçait dans le secret de la nuit. Ilvor était plus seulement ses protecteurs, mais ses professeurs et ses confidents. Samuel, en particulier, se révéla être bien plus qu'un simple meneur. Il était un homme lettré, ayant appris à lire et à écrire en cachette, et il partagea ce savoir interdit avec elle. À la lueur d'une bougie faite de suif, il lui apprit non seulement les lettres, mais aussi l'histoire, la stratégie et la nature humaine. Il lui lisait des passages de livres qu'il avait réussi à se procurer, des récits de révolution et de tyrans déchus. À travers ces mots, Elisa commença à comprendre que le pouvoir de son père N n'était pas absolu. Il reposait sur la peur, l'ignorance et une façade sociale fragile. Chaque leçon était une pierre ajoutée à elle, édifice de sa nouvelle personnalité, forgeant une intelligence tactique là où il n'y avait eu que du chagrin et de la résignation. Grâce à ces nouvelles connaissances et aux discussions nocturnes avec ses alliés, Elisa commença à voir la plantation non plus comme sa maison perdue, mais comme un système complexe, une machine de cruauté dont elle n'avait été qu'un rouage défectueux. Elle écoutait les histoires de Samuel et des autres, des récits de familles séparées, de punitions injustes et de petites victoires quotidiennes. Elle comprit que sa propre souffrance N était qu'une facette de la tyrannie de Silas Vance. Cette prise de conscience fut un tournant décisif. Son désir de vengeance, initialement personnel et alimenté par la douleur de la trahison, se mua en quelque chose de plus grand et de plus froid. Une quête de justice. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, mais pour ceux qui lui avaient sauvé la vie, et pour tous les autres qui subissaient en silence. L'alliance secrète N était plus fondée sur la pitié, mais sur un objectif commun. Faire tomber l'homme qui les opprimait tous. Le temps de la dissimulation passive était révolu. Elisa devait devenir les yeux et les oreilles de leur conspiration naissante. Thomas, l'homme au sens aiguisé, devint son mentor en matière d'espionnage. Il lui enseigna l'art de se déplacer sans bruit, de se fondre dans les ombres, d'utiliser le vent et les bruits de la nuit pour masquer sa présence. Pendant des semaines, elle s'entraîna à s'approcher de la grande maison sans être vue, apprenant les rondes des surveillants, les habitudes des chiens de garde, et les angles morts de la propriété. Elle apprit à écouter, à discerner les conversations à travers les fenêtres entr'ouvertes, à interpréter les silences et les tensions. Elle était plus une prisonnière cachée dans les bois. Elle devenait un fantôme sur ses propres terres, une menace invisible qui observait patiemment son ennemi, attendant le bon moment pour frapper et le détruire de l'intérieur. Une nuit, sentant qu'elle était prête, Elisa entreprit sa première véritable mission de reconnaissance. Rampant dans l'obscurité, elle se posta sous la fenêtre du bureau de son père, là où sa sentence avait été prononcée des mois plus tôt. La voix de Silas Vance résonnait, claire et arrogante. Il discutait avec un voisin propriétaire terrien, et le sujet de leur conversation glaça le sang d'Elisa. Son père se vantait de la façon dont la tragique disparition de sa fille avait finalement servi ses intérêts. Il expliquait comment le drame lui avait attiré la sympathie de la communauté, renforçant son image d'homme accablé par le destin et ouvrant des portes commerciales qui lui étaient auparavant fermées. Il n'y avait pas une once de regret dans sa voix, seulement le contentement froid d'un homme d'affaires qui avait transformé une perte en profit. À cet instant, toute trace de la fille qui avait un jour aimé son père mourut définitivement, laissant place à une prédatrice patiente. L'information devint l'arme principale de leur alliance. Chaque jour, les 5 hommes rapportaient à Elisa ce qu'ils avaient vu et entendu. Jacob, travaillant près des entrepôts, notait les arrivées et les départs de marchandises, lui donnant un aperçu de la santé financière de la plantation. Isaac, le plus âgé, qui était parfois appelé pour des tâches près de la grande maison, captait des bribes de conversation, des rumeurs sur les alliances sociales, les dettes et les rivalités de son maître. Aaron et Thomas, travaillant dans les champs les plus éloignés, cartographiaient les zones les moins surveillées,
identifiant des itinéraires d'évasion potentielle ou des lieux de rencontre secrets. Chaque soir, dans la cabane, ils assemblaient les pièces de ce puzzle. Eliza N était plus seulement une élève. Elle était devenue le cerveau de l'opération, analysant chaque information, cherchant la faille, la fissure dans l'empire de Silas Vance. C'est Isaac qui apporta la nouvelle décisive. Il avait entendu les femmes de la maison parler avec excitation du bal annuel des Beaumont, LOL, événement social le plus important de toute la Virginie. Était là que les affaires se concluaient, que les réputations se faisaient et se défaisaient. Silas Vance y serait, bien sûr, paradant au sommet de sa gloire, savourant le respect et la pitié que la mort de sa fille lui avait valu. En entendant cela, une lueur s'alluma dans les yeux d'Eliza. Elle comprit instantanément. Le champ de bataille ne serait pas la plantation, ni les tribunaux. Ce serait la salle de bal des Beaumont. Elle allait affronter son père sur son propre terrain, celui des apparences et de l'honneur. Elle n'allait pas le tuer physiquement. Elle allait orchestrer sa mort sociale, une exécution publique et humiliante devant l'aile, élite même qu'il avait passé sa vie à vouloir impressionner. Le plan commençait à prendre forme, audacieux et terriblement dangereux. La dernière phase de sa transformation commença. Elle ne devait plus seulement être forte et intelligente, elle devait devenir quelqu'un d'autre. Avec l'aide de Samuel, elle se mit à construire une nouvelle identité. Elle serait Madame Isabelle Dubois, une riche veuve, lointaine cousine d'une famille respectée mais discrète d'un autre comté. Elle s'exerça à modifier sa voix, à adopter une posture plus droite, un port de tête altier. Elle étudia les manières de l'aristocratie que Samuel lui décrivait d'après les livres. Elle apprit à danser seule dans la petite cabane, imaginant les lustres et la musique. Les hommes l'aidèrent du mieux qu'ils purent, lui fabriquant une robe simple mais élégante à partir de tissus volés. Chaque détail était pensé, chaque geste répété jusqu'à la perfection. Elle ne se préparait pas pour un bal, mais pour une performance théâtrale, dont l'issue déterminerait leur avenir à tous. Une année entière était écoulée depuis la nuit où elle avait été conduite dans les marais. La jeune femme effrayée et brisée avait disparu, remplacée par une stratège au regard d'acier. Sa transformation était complète. Physiquement, elle était méconnaissable, son corps sculpté par l'effort, et son visage affiné par une discipline de fer. Mentalement, elle était une forteresse, son esprit affûté par la connaissance et endurci par la haine. Hélène était plus Eliza Vance, la fille défectueuse. Elle était une arme forgée dans le secret et la souffrance, pointée droit sur le cœur de l'empire de son père. L'alliance secrète était prête. Le plan était méticuleusement préparé. Silas Vance, lui, continuait sa vie, ignorant tout du fantôme qui le hantait et de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur lui. La patience était désormais la clé, l'attente du moment parfait pour que le cygne noir fasse son entrée. Le plan, mûri pendant des mois dans le secret de la cabane, entrait désormais dans sa phase active. La première étape n'était pas une attaque frontale, mais une manœuvre de déstabilisation subtile et vicieuse. Grâce aux informations que Jacob avait collectées en travaillant près des entrepôts, Eliza connaissait le calendrier exact des expéditions de tabac. Elle savait qu'une cargaison de très haute qualité, destinée à un acheteur anglais crucial pour les finances de son père, devait partir une semaine avant le bal des Beaumont. Frapper Silas Vance au portefeuille, l'affaiblir économiquement juste avant de le détruire socialement, était un acte d'une cruauté calculée qu'elle avait apprise de lui. Elle expliqua le plan à Samuel et Thomas. Il ne s'agissait pas de tout brûler, mais de saboter la marchandise de manière à ce qu'elle paraisse être le fruit d'une simple négligence, un accident qui ruinerait la transaction sans éveiller les soupçons d'un complot. Était un risque immense, mais ses alliés hochèrent la tête en silence. Ils étaient prêts. Une nuit sans lune, alors que la plantation était plongée dans un sommeil lourd et humide, Samuel et Thomas se glissèrent comme des ombres vers le principal hangar de séchage. Ils se déplaçaient avec une précision que des mois de préparation leur avaient enseignée, évitant les rondes du surveillant avec une facilité déconcertante. À l'intérieur, l'odeur âcre des feuilles de tabac suspendues emplissait l'air. Ils n'allumèrent aucune torche. Travaillant à tâtons, guidés par leur connaissance parfaite des lieux, ils percèrent discrètement plusieurs tonneaux d'eau de pluie stockés à proximité, laissant le liquide s'infiltrer lentement sous les piles de feuilles les plus précieuses. L'humidité allait s'installer au cœur de la cargaison, provoquant une moisissure invisible à l'œil nu mais qui se révélerait à l'arrivée, rendant le tabac invendable. Ils repartirent sans laisser la moindre trace, leur sabotage silencieux agissant comme un poison lent qui ne ferait effet que des semaines plus tard, à des milliers de kilomètres de là. Quand la nouvelle de la cargaison ruinée arriva enfin à la plantation,
la fureur de Silas Vance fut volcanique. La perte financière était considérable, et le dommage à sa réputation de producteur fiable était encore pire. Dans sa colère aveugle, il ne chercha pas plus loin que la cause la plus évidente, l'incompétence de ses subordonnés. Il renvoya brutalement le surveillant en chef, un homme qui le servait depuis 20 ans, et infligea des punitions sévères à plusieurs esclaves choisis au hasard, pour l'exemple. Pas un instant il n'imagina une conspiration. Son arrogance était telle qu'il lui était impossible de concevoir que ceux qu'il considérait comme des êtres inférieurs puissent orchestrer une telle chose. Pour lui, ce N était qu'un revers de fortune, un obstacle frustrant. Toute son énergie se reporta sur le bal des Beaumont, qu'il voyait désormais comme l'occasion indispensable de nouer de nouvelles alliances et de compenser ses pertes. Pendant que son père était consumé par ses problèmes financiers, Elisa mettait en œuvre la deuxième partie de son plan, s'assurer une entrée au bal. Elle ne pouvait pas simplement s'y présenter. Elle avait besoin d'un chaperon, d'une introduction légitime. Isaac lui fournit l'information clé. Il avait surpris une conversation révélant qu'un planteur voisin, un certain Monsieur Davis, un homme à la réputation fragile, avait une dette de jeu considérable envers Silas Vance. Elisa comprit immédiatement comment utiliser cette information. Se faisant passer pour Madame Dubois, elle organisa une rencontre secrète avec Davies. D'une voix calme et posée, elle lui proposa de régler l'intégralité de sa dette. En échange, il devait simplement la présenter au bal comme sa cousine éloignée, récemment arrivée dans la région. Prise au piège et ébloui par cette offre inespérée, Davis accepta sans poser de questions, trop soulagé pour s'interroger sur les motivations de sa mystérieuse bienfaitrice. Étape suivante était la plus dangereuse de toutes. La parole d'Elisa, même prononcée devant l'élite de Virginie, ne suffirait peut-être pas. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable, d'un élément qui transformerait ses accusations en un verdict sans appel. Cette mission impossible revenait à Samuel. Profitant d'un rare moment où il fut appelé à la grande maison pour une réparation, il réussit à s'introduire dans le bureau de Silas. Il savait que son maître tenait un journal personnel, un registre où il notait non seulement ses comptes, mais aussi ses pensées les plus secrètes. Le cœur battant à tout rompre, il le trouva dans un tiroir verrouillé, qu'il força avec une habileté acquise par nécessité. Il le feuilleta rapidement jusqu'à trouver la page fatidique, datée du lendemain de la disparition de sa fille. Silas y avait écrit, d'une écriture froide et détachée. Le problème d'Écras a été réglé. Une perte nécessaire pour le bien de l'héritage. L'investissement est liquidé. Samuel arracha délicatement la page et la cacha sur lui, un morceau de papier qui valait une vie. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, et de nous dire dans les commentaires si vous pensez que le plan d'Elisa va fonctionner. Le soir du bal arriva enfin, enveloppé dans une atmosphère électrique. Dans sa cabane, Elisa revêtait la robe confectionnée en secret. Était une tenue simple mais d'une élégance frappante, coupée dans un tissu sombre qui accentuait la pâleur de sa peau et la lueur intense de son regard. Sa transformation était stupéfiante. La jeune femme aux formes rondes et au visage doux avait laissé place à une silhouette élancée, et à des traits aiguisés par la discipline et la détermination. Elle était plus Elisa Vance, la victime. Elle était Madame Isabelle Dubois, un instrument de vengeance forgé dans le feu de la trahison. Elle glissa la page arrachée du journal de son père, dans un petit réticule. Était son arme, la seule dont elle aurait besoin. Dehors, une modeste calèche, louée discrètement par Monsieur Davis, l'attendait pour la conduire vers son destin, et vers la confrontation finale, qu'elle préparait depuis 1 an. Au même moment, Silas Vance se préparait lui aussi, mais dans un tout autre état d'esprit. Vêtu de son plus bel habit, il se regardait dans le miroir avec une satisfaction non dissimulée. Malgré ses récents déboires financiers, il se sentait invincible. Le bal des Beaumont était son théâtre, la scène sur laquelle il allait réaffirmer sa puissance et son influence. Il pensait à la sympathie que la mort tragique de sa fille lui avait valu, un atout social qu'il avait exploité sans vergogne. Il était loin, très loin, de se douter que le fantôme de cette même fille, qu'il croyait pourrir au fond d'un marais, se dirigeait vers lui. Il montait dans sa propre calèche, le cœur léger, anticipant une soirée de triomphe. Il ne savait pas qu'il se dirigeait non pas vers une célébration, mais vers un tribunal, et que le juge serait la personne qu'il avait le plus cruellement méprisée et condamnée. La collision était désormais inévitable. La salle de bal de la demeure des Beaumont scintillait sous le poids de 1000 chandelles, un océan de soie, de bijoux et de conversations feutrées, où se jouaient les destins de l'aristocratie de Virginie. C'est dans ce théâtre du paraître qu'Elisa fit son entrée au bras d'un Monsieur Davis visiblement nerveux. Elle
était plus une ombre, mais une présence. Vêtu d'une robe d'un bleu nuit si profond qu'il semblait absorber la lumière, sa silhouette affinée et son port de reine attirèrent instantanément tous les regards. Un murmure parcourut l'assemblée. Qui était cette énigmatique et saisissante Madame Isabelle Dubois? De l'autre côté de la salle, Silas Vance la remarqua immédiatement. Il ne vit pas sa fille, mais une femme d'une distinction rare, une pièce maîtresse potentielle dans son jeu social. Il la considéra non comme une menace, mais comme une opportunité, une alliée à conquérir pour redorer son blason après ses récents déboires. Son ignorance était totale, son arrogance, sa plus grande faiblesse. Madame Dubois, comme on l'appelait désormais, ne se laissa pas intimider par les regards insistants. Elle se déplaçait, avec une grâce étudiée, un mélange parfait de modestie et d'assurance qui décuplait sa fascination. Elle fut rapidement présentée à l'héritier de la famille, le jeune et séduisant Nathaniel Beaumont. Celui-ci, habitué aux jeunes débutantes timorées, fut immédiatement captivé non seulement par sa beauté, mais surtout par son esprit vif et sa conversation intelligente. Elle ne cherchait pas à lui plaire, elle écoutait avec une intensité qui le désarmait. Silas Vance observait la scène de loin, un sourire de satisfaction aux lèvres. Voir cette femme remarquable captiver l'héritier le plus convoité de l'aile, État était une vision qui nourrissait ses propres ambitions. Il s'imaginait déjà facilitant une alliance, s'attribuant le mérite de cette nouvelle connexion et consolidant sa position au sein de l'aile, élite. Il ne voyait pas le piège qui se refermait lentement sur lui. Incapable de résister plus longtemps, Silas s'approcha du couple, son visage affichant un air de bienveillance paternelle. Monsieur Davis fit les présentations, et Silas Vance se retrouva face à sa propre fille sans la moindre lueur de reconnaissance dans le regard. Il la salua avec la pompe d'un homme habitué à ce que son nom seul suffise à impressionner. Il lui parla de ses terres, de son influence, de la tragédie qui l'avait frappé 1 an plus tôt, jouant le rôle du patriarche endeuillé avec une perfection écœurante. Élisa soutint son regard, son visage impassible ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en elle. Elle le gratifia de réponses polies mais brèves, créant une distance qui ne fit qu'attiser la curiosité et le désir de conquête de son père. Pour lui, elle était un défi, un trophée à ajouter à sa collection. Pour elle, chaque mot qu'il prononçait était un clou de plus planté dans son cercueil. Le point culminant de la soirée semblait atteint lorsque la musique s'adoucit, et que Nathaniel Beaumont, sous les yeux de toute l'assemblée, leva son verre en l'honneur de Madame Dubois. Il loua sa beauté, son esprit, et déclara publiquement qu'une telle présence était une bénédiction pour la société de Virginie. Tous les regards étaient tournés vers Élisa, suspendue à ses lèvres. Était le moment qu'elle avait attendu, planifié, répété 1000 fois dans le secret de sa cabane. Silas, se tenant à proximité, rayonnait de fierté, comme s'il était le metteur en scène de ce triomphe. Il se sentait au sommet de son monde, convaincu que cette soirée marquerait son grand retour en grâce. La salle entière retenait son souffle attendant la réponse de la mystérieuse veuve. Elle sourit doucement à Nathaniel, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, puis son regard se posa, dur comme le diamant, sur l'homme qui se tenait à côté de lui. D'une voix claire et posée, qui porta sans effort jusqu'au fond de la salle de bal, Élisa prit la parole. « Je vous remercie, monsieur Beaumont, pour vos aimables paroles. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Puis, elle se tourna entièrement vers Silas Vance, son visage se durcissant, chaque trace de douceur s'effaçant pour révéler le masque de la justice. « Mais il y a un homme ici qui devrait me reconnaître mieux que quiconque. » Le silence devint pesant. Elle le fixa droit dans les yeux et laissa tomber les mots comme des pierres tombales. « Vous ne me reconnaissez donc pas, père ?» Le mot « père » résonna comme un coup de fouet. Un frisson parcourut l'assemblée. Le visage de Silas Vance passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur abjecte, alors que la reconnaissance, lente et monstrueuse, déformait enfin ses traits. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Avant qu'il ne puisse formuler un démenti, Élisa enchaîna, sa voix tranchante comme une lame. Elle ne cria pas. Elle raconta. D'un ton factuel et glacial, elle décrivit la soirée de son humiliation, les paroles cruelles de son père, et l'ordre monstrueux donné à 5 hommes innocents. Elle raconta comment ces hommes, que son père considérait moins que des animaux, lui avaient montré une humanité qu'il n'avait jamais possédée. Des murmures d'horreur commencèrent à élever de la foule. Voyant le déni se former sur les lèvres de Silas, elle sortit de son petit sac une feuille de papier jauni, et la déplia. « Peut-être reconnaîtrez-vous votre propre écriture, dit-elle. D'une voix forte, elle lut la phrase qu'elle connaissait par cœur. Le problème devait être réglé. Une perte nécessaire pour le bien de l'héritage.
L'investissement est liquidé. La preuve était là, irréfutable. Exposé à la face de tous ceux dont il avait cherché l'approbation. Le silence qui suivit fut absolu, plus lourd et plus dévastateur que n'importe quel verdict de tribunal. Puis, le jugement tomba, non pas d'un juge, mais de centaines de regards. Les visages de l'aile, élite de Virginie, si soucieuse de l'honneur et des apparences, se détournèrent de Silas Vance, marqués par un dégoût sans équivoque. En quelques secondes, il cessa d'être un baron du tabac respecté pour devenir un paria, un monstre dont la cruauté dépassait l'entendement. Il chancela, balbutiant des dénégations incohérentes que personne n'écoutait. Son monde, bâti sur une façade de respectabilité, venait de s'effondrer en poussière. Elisa, elle, se tenait droite, immobile au milieu de la ruine de son père. Il n'y avait pas de joie sur son visage, seulement la sérénité glaciale d'une dette enfin payée. Sa vengeance n'avait pas été un acte de violence, mais une exécution sociale, parfaite et impitoyable. La chute de Silas fut aussi rapide que brutale. Après la révélation fracassante d'Elisa, la salle de bal des Beaumont-Cesse était vidée autour de lui comme si la peste était déclarée. Elle, élite de Virginie, si prompte à juger les apparences, ne pouvait tolérer une monstruosité aussi crue. Du jour au lendemain, les portes se fermèrent, les invitations cessèrent, et les partenaires commerciaux annulèrent leurs contrats les uns après les autres. La perte de sa cargaison de tabac, orchestrée en secret par Elisa, n'avait été que le début de l'hémorragie financière. Bientôt, il fut contraint de vendre ses terres, puis sa propre maison, pour couvrir des dettes qui ne cessaient de s'accumuler. Isolé, ruiné et méprisé par tous, Silas Vance finit ses jours dans une modeste pension de Richmond, hanté non par le remords, mais par l'humiliation de sa déchéance. Il mourut seul, oublié, son nom étant plus synonyme de pouvoir, mais d'une infamie dont on parlait à voix basse, comme un avertissement contre l'orgueil démesuré. Elisa, quant à elle, éprouva aucune joie à la vue de la ruine de son père. Sa vengeance avait été un acte de justice, pas de plaisir. Elle épousa Nathaniel Beaumont, non par ambition sociale, mais parce qu'il l'avait vue pour ce qu'elle était réellement. Une femme d'une force et d'une intelligence exceptionnelles. Leur union fut un partenariat fondé sur le respect mutuel. Son premier acte en tant que Madame Beaumont, maîtresse d'une fortune considérable, fut d'honorer la dette la plus sacrée de sa vie. Elle se rendit personnellement à la plantation Vance, désormais propriété d'un lointain cousin, et utilisa ses propres fonds pour racheter la liberté de Samuel, Jacob, Thomas, Aaron et Isaac. Elle ne se contenta pas de signer les papiers d'affranchissement. Elle leur fournit également de l'or, des vêtements neufs et des lettres de recommandation pour financer leur voyage vers le nord, et leur assurer un nouveau départ, loin de la brutalité du Sud esclavagiste, qu'ils avaient enduré toute leur vie. Le départ des 5 hommes fut un moment d'une émotion poignante. Ils se tenaient sur le quai, non plus comme des biens, mais comme des hommes maîtres de leur propre destin. Pour la première fois, ils regardèrent Elisa non pas comme la fille de leur ancien maître, mais comme leur sœur de combat, leur allié indéfectible. Il n'y eut pas de grands discours, seulement des regards lourds de gratitude, et une promesse silencieuse de ne jamais oublier. Alors que le bateau éloigné, les emportant vers une vie où leur intelligence et leur courage seraient enfin les leurs, Elisa sut que sa propre liberté était désormais complète. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait brisé une partie du système qui l'avait condamnée, elle et ses sauveurs. Le voyage de ces 5 hommes vers le nord était la preuve vivante que même dans les ténèbres les plus profondes, des actes de bonté et de solidarité pouvaient changer le cours de l'histoire, une vie à la fois. L'histoire d'Elisa Vance devint une légende murmurée dans les salons et les cabanes d'esclaves de Virginie, celle du cygne noir, qui était revenu des morts pour réclamer justice. On racontait comment une femme, jugée sans valeur à cause de son apparence, avait utilisé l'intelligence et le courage pour faire tomber l'un des hommes les plus puissants de l'Our, État. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Le récit d'Elisa devint un puissant rappel que la véritable force ne se mesure ni à la richesse, ni à la beauté conventionnelle, ni au pouvoir imposé par la peur. Elle réside dans la résilience de l'esprit humain, dans la loyauté de ceux que la société méprise, et dans la certitude que même la plus petite des lumières peut finir par anéantir les ténèbres les plus oppressantes.